Bonsoir messieurs, dames. Déjà, je veux vous remercier pour être venus cet après-midi voir cette deuxième et entendre cette deuxième conférence qui est consacrée donc au courrier, aux échanges qu'il y a eu entre les trois frères Ruel et leur maman à Joyeuse. Cette période, on l'a intitulée de la désillusion à la victoire. Véronique, je me permets juste de rappeler que Véronique Roche est donc l'épouse d'Olivier Ruel, ici présent, qui est l'arrière-petit-fils de Madeleine, qui est une des sœurs des trois frères. Voilà, donc pour démarrer, je laisse la parole à Véronique et bonne conférence. Merci. Merci, bonjour à tous. Je vous avais raconté le parcours de ces trois frères qui sont nés à Joyeuse, donc Édouard, Auguste, Maurice Ruel, qui ont été mobilisés pendant la guerre. Alors, j'ai reconstitué leur histoire grâce aux lettres qu'ils ont envoyées du front à leur mère Élodie. Élodie a gardé ces lettres précieusement à Joyeuse, dans son secrétaire qui se trouve dans la salle à manger de sa maison. Et c'est là que je les ai trouvées, au milieu de toute la correspondance de toute sa vie. Donc sur cette période de 1916 au 11 novembre 1918, il y a plus de 600 lettres que les fils Ruel ont adressées à leur mère. Donc une vingtaine de ces lettres ou extraits vont vous être lus. Et je remercie Michel Chambon, Daniel Pical, Daniel Feyafet qui prêteront leur voix donc pour Édouard, Auguste et Maurice. Alors malheureusement, nous ne possédons pas les lettres qu'Élodie a écrites à ses fils à ce moment-là. Ils n'ont pas été gardés. Et cependant, à Joyeuse, Élodie avait deux amis. Donc là, le spot rouge va vous les montrer. Elle avait deux amis. Elle avait Madame Forestier, qui est ici, Fulvie Forestier, qui habitait l'actuelle maison Armand de la Grand Fond, et Julie Trouillat de la Grande Rue. Donc quand Élodie quittait Joyeuse, l'hiver, ces deux dames lui écrivaient. Donc elle retournait à Saint-Chamond chez sa fille Madeleine, donc notre trisaïeule, et elle recevait les lettres de ses amis et elle les a gardées dans ce secrétaire. Et donc c'est Chantal que je remercie qui va vous lire quelques extraits de lettres. Voilà. Je vous représente brièvement donc la famille Ruel de Joyeuse. Donc là on voit la maison des Ruel en contrebas du château avec toutes ses fenêtres en enfilade. Elle est embrasée chaque année lors du très beau feu d'artifice du 14 juillet. Donc c'est la même maison, mais dans les années 1900, avec Joyeuse, toutes les maisons de Joyeuse. Alors la famille des Poilus, donc leur maman, Élodie, là qui est en haut, et son mari, Louis. Alors elle est venue vivre à Joyeuse à partir de 1881 pour son mariage. Et Élodie et Louis ont eu 5 enfants, donc Édouard dans l'ordre, Auguste, Madeleine, qui est au centre là, de la photo, Maurice et ensuite Germaine. Les 3 frères vont à l'école communale de Joyeuse, puis au lycée de Tournon, autour des années 1900. Et les enfants Ruel ont beaucoup d'amis à Joyeuse, en particulier les enfants Bouchet, Vernède, Charousset, Bruno et Forestier. Alors malheureusement, leur père va décéder en 1901 et ce décès prématuré va rendre cette famille très unie où il réunira un très bon esprit entre frères et sœurs. Alors maintenant, je vais vous évoquer brièvement la situation des 3 frères à la veille de la guerre. Donc Édouard l'aîné, il a fait son droit à Paris, il a accompli son service militaire et ensuite il travaille dans une banque à Lyon. Il vient de se marier en janvier 1914, il a 31 ans. Auguste, lui, est ingénieur aux mines de Saint-Étienne. Il est marié depuis 2 ans et il a un enfant. Il a 29 ans en 1914. Alors Maurice, moins brillant au lycée, quitte aussitôt le lycée en 3e et il va travailler chez M. Laville à Joyeuse, à l'usine de confection. Il s'engage à 19 ans pour faire son service militaire qui à l'époque durait 3 ans. Et ensuite, son ami Pierre Forestier
lui trouve une place à Paris chez son employeur. Il est dans un service comptabilité. Et en 1914, il a 24 ans. Et il dit à sa mère qu'il vient de rencontrer Blanche et qu'il considère comme sa fiancée. Alors maintenant, leur mère, Élodie, elle a 59 ans en 1914. Elle vit avec sa seconde fille Germaine pratiquement toute l'année à Joyeuse. Et l'hiver, elle va à Saint-Étienne, à Saint-Chamond, côté Saint-Étienne, chez Madeleine. Madeleine, elle est mariée à Alphonse Suel, qui au début était notaire à Joyeuse en 1905. Et comme aucune perspective ne s'offrait à lui, il est devenu industriel à Saint-Chamond. Il s'occupait d'une usine de tresse et lacets. Alors, brièvement, le parcours en 1914-1915 de ces trois poilus. Donc, sur la carte, on voit que Édouard est mobilisé à Pont-Saint-Esprit tout de suite. Il va y rester très longtemps, jusqu'en avril 1915. Donc il va voir tous ses copains de Joyeuse défiler. Auguste, lui, part tout de suite avec son régiment, le 38e régiment d'infanterie, et il va faire la campagne des Vosges, très courte mais très sanglante, à Doncières, Rambervillers. Ensuite, son régiment sera dirigé dans l'Oise, autour de Compiègne. Donc j'ai écrit Ribécourt, Mélicoque, Béthencourt, Château d'Anel. Il reviendra en permanence sur ce secteur de l'Oise. Maurice, lui, quitte Paris. Il est mobilisé, il rejoint son régiment au fort de Briançon, dans les Hautes-Alpes, et il y reste jusqu'à Noël. Alors passons à l'année 1915. Donc Édouard va partir sur le front en avril, par là. En avril, il sera à Fliray, un lieu très, très dur, aux tranchées. Donc il fera la campagne de l'Est, Ménil-la-Tour, Royaume-Aix, puis Lunéville, et passera Noël à Saint-Pierremont. Auguste donc, est toujours dans l'Oise, et à la fin de l'année 1916, il sera dirigé dans la Somme, à Grivillé. Maurice, lui, va découvrir les atrocités de la guerre à Perthes-les-Hurlus, où il fera ses premiers tirs. Alors j'ai oublié de préciser que Maurice est artilleur. Auguste est téléphoniste, et Édouard est caporal fourrier. Voilà. Et ensuite, en avril, il est dirigé dans la Meuse, il participe à la prise des Éparges, et il y aura cette très longue campagne des Vosges, par le col de la Chlourte, et ensuite la bataille du Brandkopf et celle du Linge. Alors on en est là, quand en début 1916, la désillusion est là, chacun commence à penser que la guerre est bien longue. Alors on va passer à la carte de 1916, voilà, très bien. Donc Édouard, toujours au tranché, près de Flins. Puis ensuite, il sera motocycliste près de Nancy. Auguste est toujours dans la Somme en début de l'année, aura une courte mission à Verdun, de nouveau dans son secteur de l'Oise, et ensuite dirigé dans la Somme. Et Maurice, lui, va quitter les Vosges, enfin, sera dirigé dans la Somme. Il va quitter son régiment, sera dissous, et il sera dans le 84e régiment d'infanterie lourde. Alors pour vous donner un état moral de chacun, je vous propose d'écouter la lettre d'Auguste du 5 janvier 1916. Ma chère maman, je vous remercie de tous vos bons souhaits. On ne peut guère désirer de bonheur pendant cette guerre. Il faut surtout que nous sortions sains et saufs de cette lutte, après on verra. Je ne me suis pas encore bien habitué à ce nouveau métier. Je broie toujours du noir, et dès que j'ai un instant, je cours à mon ancien régiment voir mes anciens amis. Je ne veux pas vous raconter en détail en quoi consiste cette guerre de minimes. On cherche à se détruire avec d'énormes explosions. Et depuis que je suis là, un camouflet Boche nous a tué 2 hommes et asphyxié 8. Pas gravement, il est vrai. Ces 8 sont bien portants. On leur a donné un camouflet le surlendemain, qui, je crois, leur a fait du mal. Je vous ai dit que les entrées de ces mines étaient de 30 mètres des lignes Boche. Comme on évacue constamment les terres de déblais, ils voient des amoncellements de craie et de sacs. Et toute la journée, ils envoient des torpilles, engins formidables qui nivellent tout. Aussi,
Lorsqu'on met le nez dehors, il faut toujours le lever en l'air, de façon à surveiller l'arrivée de ses valises. Je suis revenu hier à midi. J'ai aujourd'hui pour me reposer, demain aussi, et je retournerai après-demain. Mon ordonnance qui a voulu me suivre me tient compagnie. C'est un bien brave garçon, il partage ainsi mon exil. J'ai bien peur que cette guerre de mine dure autant que la guerre. Et je ne vois pas comment je vais pouvoir me sortir de là. On m'a joué un vilain tour. Adieu, ma chère maman. Je pense souvent à vous tous. Je vous embrasse de tout mon cœur. Votre bien dévoué, Auguste. Alors, cette guerre des mines vaudra à Auguste une citation. Il est ensuite envoyé précipitamment à Verdun fin février pour y amener un détachement de mineurs, ivres pour la plupart, dit-il. Il y fait très froid, les avant-postes sont en plein champ, sans abri, et Auguste se souviendra de ces 15 jours de lutte sanglante. Je vous propose maintenant d'écouter une lettre de Maurice qui est dans les Vosges, dans son observatoire. Elle date du 16 janvier 1916. Je viens de passer la nuit dans mon nouvel observatoire et elle m'a paru bien longue tout en étant fort calme. Depuis hier matin, il n'y a plus par ici la même activité et on est un peu plus tranquille. Je ne suis plus au service de ma batterie, mais à celui de la division à laquelle je dois communiquer à tous les instants ce qui semble se passer d'anormal chez les Boches. J'ai une très belle vue d'ici, lorsque le temps est très clair, et je découvre plusieurs petits villages occupés par eux. J'ai fait cette nuit mon premier chocolat dans mon car, où j'ai dû faire fondre de la neige, car depuis 8 jours environ, nous n'avons plus d'eau. La source qui nous alimentait est gelée, et on fait la cuisine avec de la neige. Je suis ici jusqu'à ce soir, 4 heures, mais je me suis arrangé pour qu'à midi, on m'apporte ma gamelle que je ferai réchauffer sur le brasero. Dans ma solitude, je pense bien à vous tous et à l'instant, je viens de mettre le nez dehors et écouter sonner les cloches de tous les villages qui sont dans la plaine. C'est aujourd'hui dimanche et vous ne pouvez vous figurer l'impression que l'on éprouve ici, seul et perdu dans la neige, à entendre ces cloches qui sonnent joyeusement. Et à les entendre pourtant, je suis triste, car je sens davantage combien je me trouve éloigné de tous ceux qui me sont chers. Je pense également aux 8 canonniers, tués et carbonisés, ceux qui occupaient ce poste il y a 4 jours, qui se trouvent encore à 20 mètres de moi, sans avoir reçu de sépulture. C'étaient tous des pères de famille, et leurs femmes et leurs enfants doivent encore ignorer leur malheur. Je n'ai que le temps de vous embrasser bien affectueusement, de tout mon cœur. Votre fils dévoué Maurice. Alors début février, Maurice va quitter l'Alsace définitivement. Son régiment se reforme près de Paris, au camp de Saint-Maur. Édouard, de son côté, est toujours aux tranchées, près de Lunéville. Il subit des bombardements violents de janvier à mars. Écoutons ce qu'il écrit à sa mère le 5 février 1916. Ma chère maman, depuis hier soir, nous réoccupons les tranchées. En seconde ligne d'abord pendant 4 jours, en première ligne ensuite. Le sergent Fourier étant en permission, je dois le remplacer comme agent de liaison. Ce dont je suis enchanté, car j'aurai au moins une sape pour m'abriter et serai ainsi moins exposé qu'à l'endroit où je me tenais lors de la dernière relève. Les secondes lignes que nous occupons ont reçu hier, avant notre arrivée, 80 obus de gros calibre et ont fait des dégâts sérieux. Aujourd'hui, les Boches ont envoyé plus loin leurs marmites, du moins jusqu'à cette heure-ci. Nous nous sommes contentés de les saluer au passage. Je nourris un léger espoir d'entrer dans le service automobile comme motocycliste, car on a demandé un état des militaires possédant leur brevet. Je sais qu'au DAL, l'armée dont je fais partie, il y a un déficit de 4 à 500 conducteurs d'auto. J'espère être présenté. Mais hélas, cet espoir, je l'ai depuis la mobilisation. Je vais bien, mais j'aspire à la paix, et ici, je ne suis pas le seul. À bientôt, ma chère maman. Les coups de canon en ce moment ponctuent ma pensée, qui va à tous. Partagez avec grands et petits les affectueux baisers de votre fils dévoué, Édouard.
Voilà, sur le diaporama, Édouard est le second à partir de la gauche. Il porte le casque. Les hommes ont l'ordre de couper leur barbe aussi afin de porter les premiers masques contre les gaz asphyxiants. Il neige en abondance. Les pieds sont à la glace dans les tranchées. Le champ de bataille sous la neige est bouleversé. Édouard va passer avec succès ses brevets moto et auto, et après 10 mois de tranchée, il est accepté au service automobile de l'état-major du 39e corps d'armée comme motocycliste au quartier général installé près de Nancy. Il a une superbe moto anglaise, 5 HP, à 3 vitesses, de 120 kg. Il se dit très satisfait. Auguste, au même moment, est retourné dans son ancien secteur et je vous l'ai dit, il est téléphoniste. Le généralissime est venu à Compiègne remettre les décorations, dont celle d'Auguste lors d'une revue. Là, sur la photo. L'état-major et Auguste sont près des premières lignes à Saint-Pierre-Bitry sur l'Aisne. C'est la photo suivante. Donc, dans le département de l'Oise, vous avez l'Oise et en affluent, vous avez l'Aisne. Et ici, Auguste est sur le bord de l'Aisne. Il fait du canotage sur l'Aisne. On voit une canonnière sur l'Aisne. Les sentinelles en poste avancé parce qu'on est dans les premières lignes. Cette construction en bois tressé qu'on appelle le gabionnage et les couchettes à l'optique. Alors, ils sont installés dans une fabrique de lunettes qu'ils appellent l'optique. Voilà. Donc, ils sont à Saint-Pierre-de-Bitry. Alors, Élodie, de son côté, est à Saint-Chamond avec ses filles. Elle reçoit de Joyeuse, fin mars, une lettre de son amie Julie Trouillat, qui lui parle de ses cousins, dont Paul Chanel, qui combattait au Bois-le-Prêtre, Marius Bell et de soldats permissionnaires revenus à Joyeuse. Donc, je vous propose d'écouter cette lettre du 26 mars 1916. Je suis très organisée pour les miens en ce moment. Notre pauvre Paul est très exposé ces temps-ci. Marius a quitté la Somme. Son régiment fait maintenant partie de la réserve d'armée. Il sera envoyé là où il y aura un bon coup à donner. Malgré ses 45 ans, mon oncle l'abbé va être appelé pour partir sur le front. Tu comprendras les heures douloureuses que je vis en ce moment. Et à propos de docteur, nous voyons quelquefois les nôtres. Monsieur Boissin est ici, comme chaque jour de foire, mais il ne fera que passer. Il est mobilisé à Anduze. Il y a une quinzaine, nous possédions également le docteur Julien en 3e permission du front. Serpoul et Dumas sont arrivés ce matin en 2e permission. Mon cousin Marius a pu venir en février. Toujours quelques deuils nouveaux. Avant-hier, la mairie était officiellement prévenue du décès de ce pauvre Casimir Escalier, tué en Alsace. Hier, c'est la mort d'un fils Otajou, de Boissin-la-Blachère, qui nous fut encore apprise. En ce moment, ce sont les seuls hommes capables de remplacer un peu ceux qui sont aux armées. Que tout cela est triste. Alors, il y a un court temps de permission pour nos 3 poilus, ce qui permettra à Auguste de voir enfin Maurice, qui a obtenu sa première permission en mai 1916, plus d'1 an après son arrivée sur le front. Elle verra aussi Auguste, et curieusement, Maurice et Auguste vont se croiser sur le quai de la gare. Ça faisait presque 2 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. Alors, Maurice est dirigé dans la Somme, près de Proyard. Donc, pour arriver... Voilà, on le voit là, tu peux le montrer avec le spot rouge. C'est lui. Donc, pour installer ces canons, ils font des formidables travaux de terrassement pour aussi les enterrer. Et ils ont leur cagnat à construire, digne d'une caverne. Alors, il y a parfois la chaleur, les obus allemands, lacrymogènes. Alors, son cantonnement est situé près du canal de la Somme. Et là, il peut s'y baigner, laver son linge et pêcher des carpes. Donc, je vous laisse écouter cette lettre du 29 juin. Il est sur une boucle de la Somme, au lieu-dit de Suzanne. Ma bien chère maman,
J'ai reçu tout à l'heure votre lettre du 24 juin. C'est bien le docteur Julien que j'avais cru voir l'autre jour. J'ai passé une partie de l'après-midi avec lui. Il loge dans une cagnat à 20 mètres de la mienne. Et je l'ai retrouvé ce matin avec M. Salette, le receveur d'enregistrement de Joyeuse, qui est caporal bombardier dans un régiment voisin. Nous nous sommes donc trouvés en pays de connaissance. Les Boches, la nuit dernière, nous ont envoyé 2 ou 3 obus lacrymogènes. Ils répondent mal à notre bombardement de plus en plus violent. Je ne fais rien de bien fatigant en ce moment, mais je dois être constamment à ma pièce qui tire presque tout le jour. Si vous trouvez de bons fromages, envoyez-moi. Inutile de joindre autre chose. Je n'ai besoin de rien. Dites-moi ce qu'est devenu Georges Boselli. Je n'ai pas de nouvelles d'Édouard et d'Auguste depuis bien longtemps, et je n'ai guère le temps d'écrire. Je vous embrasse bien affectueusement. Donc, comme vous pouvez le voir, dès que Maurice peut avoir les adresses de militaires qu'il connaît, il les demande à sa mère, car il éprouve toujours beaucoup de plaisir à revoir des gens du pays. Alors fin juin, la grande offensive de la Somme est engagée. Maurice dit que la censure est sévère, les indiscrétions sont sévèrement punies, aussi ses lettres quotidiennes sont-elles très courtes. Il écrit simplement « Je vais toujours bien, je suis très occupé » et ainsi Élodie a l'assurance qu'il est vivant. Alors pendant l'été, les prisonniers allemands défilent devant Maurice par petits convois, environ 500 dit-il. Cependant, le coin n'est pas du tout épatant, selon l'expression propre à Maurice. Les Allemands ripostent et larguent des obus lacrymogènes. Et chaque lettre de Maurice annonce la mort de plusieurs camarades d'armes, canonniers, chauffeurs, nombreux soldats blessés grièvement, à l'arrière aussi. Maurice tire beaucoup, il parle d'un vacarme assourdissant et infernal. Alors, de fin juillet à fin août, Maurice n'est pas toujours artilleur, il est aussi observateur, il doit aller en avant des lignes. Ça se passe de la façon suivante. Réveillé à 4 heures du matin, il part avec des téléphonistes à l'observatoire désigné, comme le bois du chapitre. Il lui faut parcourir pas moins de 10 km à travers les boyaux étroits, où l'air est irrespirable. Arrivé, il installe le téléphone, il communique avec ses artilleurs pour le réglage de leurs tirs. Ainsi, il reste 12 heures à observer sans discontinuer jusqu'au soir sous la chaleur étouffante. C'est pour lui des heures d'angoisse car les Allemands envoient de violentes rafales d'obus. Maurice parle d'une avalanche d'acier, d'une journée tout entière sous un effrayant marmitage. Il rentre chaque fois la batterie tard dans la nuit. Heureusement, le capitaine l'attend pour dîner avec lui et un soir, il aura droit à un excellent canard sauvage tiré dans les marais par un canonnier. Donc, pour une mission, Maurice écrit cette lettre du 4 septembre 1916. Je suis parti à 4 heures du matin pour les premières tranchées d'où sont parties les troupes d'attaque. Les journaux vous auront appris notre nouvelle avance. J'avais à remplir une mission pénible, difficile et importante. Malheureusement, je n'ai pu l'accomplir. La ligne téléphonique me reliant à ma batterie ayant été coupée. L'attaque a réussi cependant. Le souvenir horrible de ce que j'ai vu ne s'effacera jamais de mes mémoires. En rentrant l'après-midi, j'ai trouvé tout près de mon cantonnement le 10e bataillon de chasseurs et je me suis rappelé que le fils Loriol devait s'y trouver. Je l'ai demandé et nous avons passé quelques heures ensemble. Il est sergent, revient de Salonique et il a pris part à tous les combats où j'étais moi-même en Alsace. Je n'avais pas mangé depuis le matin et votre colis est arrivé bien à point. Tous les deux, nous avons entamé le saucisson aussitôt et y avons fait honneur. Émile Loriol a dû me quitter pour partir aux tranchées. Vous pourrez donner à ses parents de ces bonnes nouvelles. N'y manquez pas. Je vous remercie maintenant de votre paquet contenant chaussettes, saucissons, biscuits et bonbons. Je n'ai obtenu aucun renseignement sur l'endroit où peut se trouver Auguste. Si vous savez quelque chose, écrivez-le-moi bien vite. J'ai vu hier un soldat de Chandolas. Il s'est nommé Deleuze. Nous avons causé toute la soirée.
Nous nous attendons, après l'avance d'hier, à un prochain déménagement. Et c'est encore des jours de travail en perspective. Je termine en vous embrassant bien affectueusement. Maurice. Donc Maurice reprend son poste à la batterie comme artilleur, mais ici, au chapeau de gendarme, le lieu-dit, pas d'arbre pour s'abriter. Il creuse un trou en guise de cagnat qu'il partage avec un camarade. Il reste plusieurs jours sourd d'une oreille qu'il va laver à l'eau boriquée, dit-il, un antiseptique. Auguste est dans les combats de l'Oise, toujours à l'optique. Il ne sort que pour monter aux tranchées. Il s'attend à une attaque, donc il travaille beaucoup à la préparation d'une marche en avant. Je vous propose de lire cette lettre du 7 juillet 1916. Ma chère maman, je réponds à votre lettre du 29 juin reçue avant-hier. Je redescendais juste du poste de combat que nous étions allés occuper pendant 4 jours, car ici, il y avait du grabuge. J'ai vécu pendant 4 jours dans une caverne, ancienne exploitation de pierre. C'était un abri très sûr, très vaste, mais bien triste. De plus, l'humidité vous transperçait et mes couvertures en étaient imprégnées. Enfin, je suis revenu dans ma fabrique de lunettes, où je me trouve, ma foi, très bien. Je compte sur vous, ma chère maman, pour me donner des nouvelles de Maurice. Voilà quelque temps qu'il m'a écrit. C'était avant l'offensive. Et je suis désireux de vite savoir si tout s'est bien passé pour lui. Vous me demandez des photographies ? On ne m'en donne plus guère, car les appareils photographiques sont maintenant défendus. Et Colombet, celui qui m'en avait donné de si nombreuses, n'est plus là depuis longtemps. Mais je tâcherai de m'en faire donner quelques-unes par le jeune Baudouin. Je sais qu'il a conservé un appareil. Il fait un temps détestable ici, et cela doit bien gêner dans la Somme les opérations offensives. Il pleut tous les jours. J'ai de bonnes nouvelles de Jeanne et de Loulou. Adieu, ma chère maman. Je vous embrasse de tout mon cœur, Auguste. Donc sur la photo de droite, vous voyez l'état-major à l'optique. Auguste est à droite, et à gauche, c'est l'aumônier, et le 2 colonels au milieu, derrière, je ne sais pas. On voit aussi la fabrique à lunettes sur la photo en bas à gauche. Et cette photo que j'ai voulu mettre à droite, c'est Auguste faisant le pitre. Je pense qu'il doit déclamer une scène de théâtre. Voilà. Avec ses camarades téléphonistes. Et c'est la caverne en photo qui est citée dans la lettre. Alors, Auguste fait beaucoup de photographies. Il les envoie à sa mère, qui pourra ainsi constituer un album de guerre. Là, on voit les premières lignes à Tichy, donc dans la vallée de l'Aisne. Oui, j'ai oublié de vous dire que la vallée de l'Oise, c'est un accès direct pour les Allemands sur Paris. Donc il faut vraiment tenir la barricade après Noyon, puisque Noyon est occupé par les Allemands. Et ici, sur l'Aisne, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. D'autres photos de guerre que l'on retrouve dans l'album d'Élodie. C'est là, si tu veux passer la diapositive suivante. Donc à Bitry, Saint-Pierre de Bitry, toujours sur l'Aisne, cette fresque rayonnée par un soldat. Ces soldats morts à Vic-sur-Aisne. Ce cimetière qui est une cible allemande et les ruines. Voilà. On revient à Édouard qui fait ses randonnées en moto. Il randonne 40 à 80 km par jour sur des routes défoncées, sous la menace des bombardements des avions, dans la chaleur et la poussière. Voici ce qu'il raconte le 23 juillet 1916. Ma chère maman, nous sommes venus nous installer dans d'immenses casernes. Dans ce vaste quartier sont aussi cantonnées des sections de camions. Quelle a été ma surprise hier soir, lorsqu'en train de rouspéter pour me faire servir à manger dans une auberge du village, je me suis entendu interpellé par un bonhomme qui me tapait familièrement sur l'épaule. C'était Gabriel Chavade, arrivé la veille dans une section de poids lourds. Avec lui se trouve l'un des 2 fils roux de la Grandfond, Frédéric, que je viens de voir il y a 5 minutes. Tous les 3 avons été bien contents de nous retrouver et d'échanger nos impressions. Et ce matin, ce pauvre Gabriel Chavade, pour la première fois au front, est allé conduire son camion,
à proximité des lignes et a fait connaissance avec le lugubre sifflement des obus. Voilà toutes les nouvelles. À tous, mes tendres baisers. Il y a également ce deuxième témoignage du 27 août d'Édouard. Je vais toujours bien, mais je broie souvent du noir en voyant que la guerre s'éternise. Ces temps-ci, j'ai roulé pas mal. Mais loin de m'en plaindre, je voudrais être constamment dehors à brûler des kilomètres, des tranchées à l'arrière, de l'arrière aux tranchées. Je m'ennuie souvent dans ces casernes en attendant mes missions, et j'en suis à mon 40e volume de Dumas père. Alors, on arrive à la fin de l'année 1916. Auguste va participer au combat de la Somme entre Amiens et Saint-Quentin. Il est immédiatement aux préparatifs de guerre. Il reçoit poignard et revolver. Et donc, il est aux tranchées devant Saint-Quentin. Et il raconte le 15 septembre 1916. Ma chère maman, je vais toujours bien et je subis la canonnade dans un abri. Il va falloir en sortir car on se prépare à l'attaque. C'est une chose terrible. Et il faut savoir beaucoup de gré à tous les soldats qui exposent à chaque instant leur vie pour défendre notre pauvre pays. Je pense souvent à vous, ma chère maman, et à tous les miens. C'est une nouvelle phase de la guerre que je traverse. Je les aurai toutes vues. Je vous embrasse de tout mon cœur, Auguste. Il y a ensuite, le lendemain, il écrit une autre lettre le 16 septembre 1916. Ma chère maman, je viens de recevoir votre lettre du 12 septembre et nous l'avons lue avec Maurice. Oui, avec Maurice, car il a pu venir me voir aujourd'hui pendant quelques heures. Nous avons déjeuné ensemble et nous allons partir chacun de notre côté. Demain est un jour d'attaque, on s'y prépare activement. Je vous écrirai plus longuement après cette attaque. Je vous embrasse bien affectueusement, ma chère maman, Auguste. Ma chère maman, je suis bien content d'avoir retrouvé Auguste. Nous allons nous quitter de nouveau, mais je pense que ce ne sera pas pour bien longtemps, que je pourrai revenir le voir tant qu'il sera dans ces parages. J'écrirai demain. Bon baiser à tous. Maurice. Voilà, vous l'avez peut-être compris, donc Élodie reçoit une lettre où Auguste et Maurice écrivent ensemble. Donc le lendemain, le 17 septembre, après la visite de Maurice, Auguste va participer à l'offensive de Vermandouvillers et Élodie va lire dans les journaux le succès de cette attaque. Cependant, Auguste ajoutera le 19 « Vermandouvillers, je suis dans un abri Boche d'où on n'a pas encore sorti les cadavres et où il y a des blessés qui agonisent. » Et pour cette bataille, Auguste aura une seconde citation. Alors, passons à Édouard. On est en octobre, à la fin de l'année. Il s'est équipé, comme il dit, d'un très bon caoutchouc pour rouler dans les sillons de boue, bien grasses et épaisses. À la lueur du phare, parfois jusqu'à 21h, il randonne sur des routes qu'il ne connaît pas. Sa moto est souvent un bloc de boue. Il porte aussi ses bottes de tranchée. Le froid est bien là, en décembre. L'eau qui s'échappe du générateur de sa moto se transforme immédiatement en glaçons. Il écrit « Assurément, la moto n'est pas en ce moment un sport très agréable. » Alors, Auguste est toujours dans la Somme. Oui, c'est là. Oui, c'est là, il est au milieu. Il est toujours dans la Somme, donc il parle de ces hommes épuisés par les privations, la fatigue, les conditions difficiles sous la pluie. Tous sont des poux, les soldats, Auguste et même le colonel. La guerre est bien dure, dit-il, en ce moment, pour ceux qui sont dans la Somme et qui vivent dans des tanières sales et humides. Les pauvres soldats sont méconnaissables. Pendant ce temps, les députés gibernent. Je commence à trouver le temps long et la guerre d'usure use bien tout le monde. On peut aussi retenir cette phrase du 4 octobre. Il faudra être bien reconnaissant envers ceux qui auront fait la guerre aussi jusqu'au bout. Et fin décembre, Auguste va quitter la Somme et partir pour une courte mission dans les Vosges. Et à ce moment-là, il est nommé capitaine. Donc il quitte son poste de téléphoniste et il va s'occuper d'une compagnie. Maurice, de son côté, vit toujours dans des conditions difficiles. On a distribué les vêtements d'hiver. Il a surtout besoin de chaussettes, de sabots pour lutter contre le froid. Il écrit les pistes et les routes sont des rivières.
La boue liquide de la Somme deviendra pour Maurice aussi légendaire que la neige des Vosges l'avait été. Je vous avais dit tout à l'heure que Maurice avait perdu énormément de compagnons d'armes. Et il y a cette lettre que nous souhaitons vous faire partager. Cette lettre du 24 octobre. Ma bien chère maman, si hier je ne vous ai pas donné de mes nouvelles, c'est que je n'ai pas pu le faire. J'ai accompli une bien triste besogne, celle de rendre à mon camarade l'aspirant Amar les derniers devoirs. Le pauvre garçon, qui couchait tout seul dans une petite baraque à 20 mètres de la mienne, a été tué l'avant-dernière nuit par un obus, qui est venu éclater en plein sur son abri. Il dormait, il ne s'est pas réveillé. Je suis donc parti hier matin pour l'échelon, sur le camion qui portait son pauvre corps, et nous l'avons inhumé un peu à l'arrière, dans un petit cimetière militaire. C'était un excellent camarade pour moi, et nous ne nous quittions guère, et devant sa tombe, j'ai dû dominer toute mon émotion et ma douleur pour lui dire l'adieu suprême. Ce sont de ces coups rudes devant lesquels on ne peut rien, si ce n'est demander à Dieu sa grâce et sa protection. J'imagine quelle sera la douleur de sa pauvre famille lorsqu'elle connaîtra l'affreuse nouvelle. Je l'ai laissé coucher là-bas, dans les 3 cimetières, et avant-hier encore, il était plein de vie et de gaieté. Et lorsqu'il était allé se coucher le soir de sa mort, nous nous étions souhaités mutuellement bonne nuit. Il était venu avec moi voir Auguste la semaine dernière fois que j'y suis allé, et Auguste se rappellera très certainement de lui. Je partirai sans doute en permission dimanche ou lundi. Je vous embrasse bien affectueusement, Maurice. Donc, Maurice ira plusieurs fois sur sa tombe mettre des couronnes de fleurs ou de branchages. Et cela nous permet, avec l'acte de décès militaire, de voir qu'il était au bois des Rièzes, près de Maurepas. Et je pense, d'après d'autres lettres, qu'il est enterré à Frise, son ami Amar. Alors, passons à la fin de l'année 1916. Élodie avance son départ de Joyeuse pour revoir ses 3 fils en permission. Donc, Madame Forestier va lui écrire. Elle annonce dans ses lettres des décès de militaires, comme Marius Bayle à Douaumont, Casimir Lescalier en Alsace, le capitaine Bonnet des Claustres. Elle parle aussi de la blessure du pauvre soldat Jouve. Et puis, on a ces extraits intéressants. Ici, à Joyeuse, le pharmacien, M. Jalès, est l'homme le plus occupé du pays. Il a acheté cheval-voiture et il voit beaucoup de malades, car Joyeuse est toujours sans docteur. Aussi, on n'a qu'à bien se tenir et ne pas être malade. Robert Bruno a été gravement blessé le 21 octobre dans la Somme au cours d'un combat aérien. Il a eu la jambe droite traversée par une balle. Il était à ce moment à 2800 mètres de hauteur. Malgré l'immense douleur, il a pu se ressaisir et diriger son atterrissage. Il est soigné à Amiens. Il a supporté 2 opérations très douloureuses au chloroforme. Robert a reçu la croix militaire. Madame Forestier. Donc certains soldats partent très loin, elle nous dit à Salonique, à Corfou. Louis et Gabriel Vernet, M. Charousset ainsi que Joseph Bouchet sont en permission à Joyeuse. Mais les soldats repartent sans enthousiasme. À chaque retour, ils éprouvent un cafard noir car ils mesurent tout le sacrifice qu'il faut faire en quittant ceux qu'ils aiment. De nouveau, écrit Madame Forestier, c'est l'isolement autour de nous. C'est encore la guerre qui en est la cause. Elle parle aussi de Jean Bouchet, qui a disparu depuis septembre 1914. Les Bouchet étaient des amis des Ruelles et des Forestiers. Toujours rien de Jean, dit-elle. Pendant toute la guerre, sa mère, Madame Bouchet, va espérer son retour.
En décembre 1915, on apprend donc par Madame Forestier que l'agence des missions catholiques de Fribourg a écrit que son pauvre Jean aurait été tué à Bidelsdorf par une grenade, mais Madame Bouchet n'a aucune foi en ce renseignement et elle continue d'avoir espoir. Il y a aussi Pierre Forestier, un des fils de cette dame, qui a été fait également prisonnier au tout début de la guerre par les Allemands. Elle en parle souvent dans ses lettres. Il est en captivité dans un des camps de Nuremberg. Il réclame de la nourriture à sa mère qui lui envoie beaucoup de colis. Il dit avoir un emploi de gardien de bibliothèque et il trouve sa captivité bien longue. Je vous laisse écouter cette lettre du 30 décembre de Madame Forestier. Bien chère Madame, je vais commencer pour vous offrir mes souhaits sincères, et je crois qu'en souhaitant la fin de la guerre, on les résume tous. On avait reçu ce matin une lettre de Pierre qui dit que nous aurons de ses nouvelles par un ami de captivité qui rentre en Suisse. Dans ses dernières cartes, Pierre disait qu'il souffrait de l'estomac. Aussi Joseph lui envoie chaque semaine du lait condensé. Il serait temps que le pauvre enfant voie la fin de la captivité. Joyeuse dans cette saison et des plus calmes. Heureusement qu'il ne fait pas très froid. Charles Ladet a été blessé à la côte du Poivre le 15 décembre, mais pas très gravement, dit-on. Il y a même dans ce moment pénurie de facteurs. Fort, à la suite d'une bataille, a été suspendu par monsieur l'inspecteur. Et Goubert, qui le remplaçait, est tombé malade. Vous voyez donc si nos courriers du jour de l'an vont être longs à arriver. La foire du 26 décembre a été favorisée par le beau temps. Malgré cela, il y avait peu de monde. Je ne vous parle pas de la vie chère. Ici, nous payons le beurre 6,50 francs le kilo. Les œufs, 2,80 francs la douzaine. Le pétrole et le sucre font toujours défaut. Les épiciers donnent avec peine une demi-livre de sucre. Madame Forestier. Année 1917, donc on va regarder la carte de France qui situe les trois frères. Donc Édouard est toujours motocycliste près de Nancy, puis il est dirigé au chemin des Dames, un peu à côté, à Limay, dans l'Aisne. Et à la fin de l'année, en novembre, il sera rappelé à son travail à la banque. Auguste est dans l'Oise, dans son secteur habituel. Puis, c'est à ce moment-là qu'il va aller à Saint-Quentin. Et ensuite, au mois d'août, plutôt juillet, à Verdun. Maurice, toujours dans cette fameuse bataille de la Somme. Et heureusement, son régiment est reformé près de Paris et il va cantonner à Saint-Maur, à côté de Paris. Donc en janvier, comme je vous l'ai dit, jusqu'à mars, Édouard roule sur des routes défoncées en moto et son régiment est dirigé ensuite dans l'Aisne. Alors ce secteur vient de vivre les terribles offensives du général Nivelle et il est toujours très mouvementé. Donc les courses d'Édouard en moto sont périlleuses. Et là, sur le front, il va apprendre la naissance de sa seconde fille qu'il verra en mois d'août. Auguste donc est retourné dans l'Oise. Il va suivre un cours de commandant de compagnie pour devenir capitaine. Il arrive sur le nord de l'Oise, près de la Somme, et il va parcourir les villages abandonnés par les Allemands qui reculent à ce moment-là. Et il s'aperçoit que tout a été dévasté. Il parle du village d'Ham, de Candor, et il va rencontrer les habitants qui lui racontent sous quel régime de terreur ils vivaient. Il visite aussi les cimetières des Allemands. C'est à ce moment-là donc Auguste arrive en face de Saint-Quentin, à Gauchy, et sa compagnie relève un régiment qui a bien souffert. On peut écouter cette lettre du 27 avril. Ma chère maman, je viens de recevoir votre lettre du 23 avril. Je vous réponds tout de suite avant de partir pour les avant-postes. Nous y allons ce soir. Cette fois, ma compagnie va en première ligne.
dans des vergers près du canal de Saint-Quentin, en face de la grande ville. Je suis allé de bonne heure faire une reconnaissance et les obus qui pétaient autour de moi m'ont fait serrer les fesses une fois de plus. Oui, j'aurais fait la guerre et bien ma part. Je vais toujours bien. Je viens de passer 5 jours un peu en arrière où j'ai pu me reposer un peu, changer de linge et me nettoyer. Comme il n'y a personne pour laver dans toutes ces régions où les Boches ont créé le désert, j'envoie mon linge sale chez moi et il faut voir la couleur. Auguste. Donc sa compagnie est en liaison avec les Anglais qui sont aussi malheureux qu'eux. Il les voit chaque jour et les Anglais lui rendent des visites. Ils ont un excellent moral, ils n'ont pas peur de se montrer, dit-il. Ils se baladent toute la journée sur les crêtes. Et quand ils sont au repos, Auguste fera une partie de football avec eux en avril. Donc il est en première ligne pendant 5 jours dans ces trous de renard, sans abri. Puis 5 jours de repos, 7 jours en première ligne et ainsi de suite. Sa compagnie aura même relevé des Anglais. Il s'active surtout la nuit. Et une fois, pendant 8 jours, Auguste aura commandé un bataillon, c'est-à-dire 4 compagnies. On va voir Maurice. Donc Maurice est toujours a quitté la Somme. Il est dans l'Oise, à Hermes, dans les mêmes conditions que la Somme. Il a le moral assez bas parce qu'il a eu tous les ennuis possibles. Il est extrêmement découragé. Et c'est à ce moment-là que les jeunes canonniers de la classe 17 vont arriver en renfort, ce qui va permettre à Maurice de quitter sa position. Enfin, c'est pas lui qui décide, hein, vous imaginez. Il sera dirigé donc près de Paris, où son régiment sera reformé. Il va oublier toutes ses misères à la joie de rentrer. Et là, il va assurer un service restreint 1 jour sur 2. Il en profite pour revoir ses anciens amis, cantonnés comme lui près de Paris, ou en convalescence comme Robert Bruno. Il passe son brevet de chef de section et il va annoncer alors à sa mère son projet de mariage en avril. Parce que Blanche et Maurice se sont écrits pendant toute la guerre. Donc il écrit à sa mère « J'espère avoir le bonheur de revenir sain et sauf de la guerre et de voir accueillir par tous celle qui sera ma femme. » Donc sur la diapositive suivante, on voit Maurice et Blanche le jour de leur mariage. Donc Élodie, bien sûr, a donné son consentement. Maurice continue son service près de Paris. Le reste du temps, il habite à Vissou, où Blanche travaille dans un atelier de confection. Maurice est très heureux. Et lorsqu'il aura une permission début août, il emmènera Blanche à Joyeuse et la présentera à toute la famille. Voilà. On revient à notre Auguste, qui a quitté la Somme. Dans un village d'étape, il a trouvé une connaissance de Joyeuse, Constant, dit-il, vétérinaire à Aubenas, qui, lui, est dans un dépôt de chevaux malades et éclopés. Ils ont parlé de Joyeuse, bien entendu. Et là, le 4 juillet, Auguste va arriver à Bar-le-Duc, en arrière. Le 38e est alors envoyé à la Grande Citadelle, c'est son régiment, surnommé le Grand Repos. Et je vous donne la situation du 38e qui est donnée par le colonel dans l'historique de marche. À Verdun, les Allemands ont des observatoires sur les 2 rives de la Meuse. L'armée française veut en prendre possession, notamment la côte 304. Aux abords même de la côte, c'est le désert complet, écrit le colonel. Le sol est bouleversé. C'est dans ces conditions qu'il faut se mettre à l'œuvre. Les lignes françaises et allemandes, d'un bout à l'autre, sont en feu. Et donc Auguste va participer à l'attaque de cette côte 304. Écoutons ce qu'il écrit à sa mère le 1er août. Ma chère maman, je n'ai pas le temps de répondre aujourd'hui à votre lettre reçue hier. Nous sommes ici très occupés car il y a beaucoup d'agitation. Cela ne m'empêche pas de penser à vous et je vous envoie au milieu de la canonnade mes plus tendres baisers, ainsi qu'à Madeleine, Mimi, Alphonse, Vivette et Jean. Votre fils qui vous aime, Auguste Ruel. Ensuite, le 4 août. Ma chère maman, j'ai été blessé le 1er août au bras gauche par un éclat d'obus qu'on m'a retiré. Je vais aussi bien que possible et je m'attends à être évacué dans quelques jours dans un hôpital de l'intérieur. Je n'ai prévenu que Jeanne. Écrivez-moi, centre hospitalier A, secteur 215. Je vous embrasse bien tendrement, votre fils dévoué, Auguste Ruel. Et le 5 août. Ma chère maman, je ne vais pas mal, j'ai 38 degrés de fièvre. On ne m'a pas encore refait de pansement depuis l'opération, c'est bon signe. L'appétit ne va pas de fort.
Je suis faible, car j'avais perdu beaucoup de sang, étant resté 30 heures dans un abri sans pouvoir être évacué. J'avais une artère du bras sectionnée. L'os n'est pas touché, c'est une chance, car on m'a sorti sous l'aisselle un éclat énorme qui était entré par le bas du bras. Quelle souffrance j'ai dû endurer jusqu'à l'hôpital. On m'a foutu par terre 4 fois, en me portant sur des brancards qui étaient d'ailleurs cassés. On avait de la boue jusqu'au ventre. Ma chère maman, ne vous alarmez pas. On doit bientôt m'évacuer sur un hôpital de l'intérieur. Je suis dans l'ambulance à Fleury-sur-Aire, où l'infirmière-major est Madame Jacques Emer, fille de Clémenceau. Donnez de mes nouvelles à tout le monde de la famille. Je ne puis écrire qu'à vous et Jeanne pour l'instant. Je vous embrasse bien tendrement tous. Votre fils dévoué, Auguste Ruel. Donc Élodie apprend la blessure d'Auguste à Joyeuse au moment où Maurice se trouvait avec elle et Blanche. Le régiment a été décimé par cette attaque et la côte 304 sera enlevée aux Allemands fin août par d'autres troupes. Donc vous l'avez compris, Auguste a plusieurs plaies. Sa main le fait souffrir, les nerfs ont été touchés. Il ne peut pas soulever ni son avant-bras ni sa main, resté inerte. Il est évacué à l'hôpital de Saint-Étienne par un train sanitaire après 37 heures de voyage pénible. Il rentre chez lui en convalescence et en octobre, il va reprendre son travail aux mines de la Loire et finit par descendre au puits plusieurs fois par semaine. En novembre, à la mine, un éboulement a fait perdre la vie à un mineur. Début décembre commence la grève des mineurs à Saint-Étienne qui s'associe à celle des métallurgistes des aciéries de la marine. Édouard, en novembre, obtient un congé à la demande de son employeur, la banque privée, pour la mise en place de l'emprunt national. Il quitte le front, retourne à Lyon, là où il travaillait avant la guerre. Donc cela lui permet de revoir ses deux filles qu'il connaît peu, puisqu'elles sont nées pendant la guerre. Il revoit aussi Auguste, et il parle de lui en disant « Je vous laisse deviner le plaisir qu'Auguste et moi avons éprouvé après une séparation de 3 ans. Je l'ai trouvé allant assez bien, mais son regard, ses yeux un peu battus dénotent encore qu'il a dû beaucoup souffrir. » Donc c'est la première année où les 3 fils d'Élodie vont passer Noël dans leur foyer. Tout le monde pense que la guerre est loin d'être finie. Même à Joyeuse, Madame Forestier, qui sort si peu de chez elle, l'écrit le 29 décembre. Bien chère Madame, il faut espérer que 1918 annonce enfin la fin de cette terrible guerre dont tout le monde souffre. À Joyeuse, il fait un froid sibérien. Aussi notre principale occupation est de bien nous chauffer. La nuit dernière, il est tombé une autre couche de neige. J'ai reçu hier les souhaits de mon cher Pierre. Il va bien, mais il est navré de penser que c'est la 4e fois qu'il me souhaite une bonne année de si loin. Et il ajoute que rien ne peut me laisser supposer que ce sera la dernière. À Joyeuse, la situation au point de vue alimentaire s'est encore compliquée. Et nous nous trouvons presque réduits au régime sans pain. On en trouve très peu. Sans Dupuis et Bastide, tous les boulangers ont fermé. Jugez de la course folle des gens. Il n'y a plus ni pétrole, ni sucre. On s'éclaire avec des bougies. Le charbon est toujours mauvais et on se débat avec des feux pour le faire marcher. Pour les voyages et les convois, Joyeuse est le dernier pays du monde. Mais il faut espérer que cette guerre aura bientôt une fin pour redonner aux familles un peu de tranquillité. Nous vivons dans des temps bien troublés. Madame Forestier. Voilà, on termine l'année 1917, arrive l'année 1918. Donc, Édouard va revenir sur le front. L'emprunt national est terminé. Il repart sur le front en janvier. Son ancienne formation est dissoute. Donc, il est dirigé à Noyon dans l'Oise où il va suivre des cours de transport de matériel. Et comme il a réussi son examen en mars, il est désigné comme chef de convoi de camions. À ce moment-là, vous le savez peut-être, le 20-21 mars, c'est la grande offensive allemande dans le front de la Somme.
Noyon est repris par les Allemands, une large brèche pourrait donc menacer Paris. Et l'armée française va mettre en œuvre le vaste mouvement des camions, comme celui de la voie sacrée entre Verdun et Bar-le-Duc. Donc ça veut dire embarquement, débarquement des troupes, des obus, évacuation des blessés, réparation des routes, des ponts. Cela permet aux Français d'endiguer le flot allemand et plus tard, en août seulement, de reprendre l'ascendant sur l'ennemi. Donc Édouard va participer à ces formidables manœuvres de mars à septembre. Et il roule de jour comme de nuit. Son convoi comprend 4 camions. Il transporte des obus aux abords des lignes ou à l'artillerie. Donc on va écouter cet extrait d'Édouard. Nous avons ainsi roulé en plein champ de bataille parmi des milliers de véhicules de toutes sortes, dans des pays dévastés, ruinés. Jamais vous ne pourrez vous faire une idée exacte de ces villages détruits, de ces forêts abîmées, de ces chemins dont les fossés desquels gisent des cadavres, Boches, Anglais, Américains, Français, des chevaux éventrés, des véhicules en miettes. C'est un spectacle effarant, tel qu'on ne peut le concevoir sans l'avoir vu sous les yeux. L'effort a été rude et il m'arrivait de m'assoupir au volant même, tandis que le conducteur dont je prenais la place dormait à côté de moi, et cela, malgré les soubresauts violents du camion, passant dans des trous d'obus qui est impossible d'éviter la nuit. Édouard. Alors, les sections de transport matériel sont désignées par un insigne qui est peint sur le côté du véhicule par les soldats. Le groupe d'Édouard a l'insigne de l'Alsacienne, et c'est en reconnaissant par hasard un camion avec cette Alsacienne que Maurice va se faire conduire auprès de son frère le 25 avril. Ils auront l'excellente surprise de rester 2 jours ensemble. Édouard écrit sur son frère « Son humeur est toujours bonne et il fait un artilleur un peu là, je vous assure. Il sera le plus colosse de nous 3, certainement. » Donc l'offensive allemande a repris. Canons et avions ennemis sont agressifs parce ce sont ces fameux Gotha qu'ils appellent les Godasses, les bombardiers allemands, qui bombardent la nuit. En août, la chaleur va rendre les soldats malades. Et vous le savez, comme Édouard, c'est la grippe espagnole qui sévit partout. Heureusement, Édouard est épargné, mais il s'inquiète surtout de l'épidémie de grippe qui se propage à Lyon. Ensuite, Édouard arrive à Châlons en Champagne où il va suivre des cours d'élèves officiers de réserve avec des automobilistes des armées. Il va passer ses examens, il aura une permission début novembre et donc il va apprendre la nouvelle de l'armistice chez lui. À son retour, il repart aux armées où il circule surtout en Alsace. Il traverse Reims, ville ruinée, et Sedan. Sa femme à Lyon est malade, ainsi que toute la famille de sa sœur Madeleine, qui sont à Saint-Chamond. La grippe espagnole se propage par toujours. Alors Auguste est parti à Vichy pour tenter une nouvelle opération pour sa main. Opération douloureuse, résultat négatif, il n'a rien obtenu et sa main restera inerte. Il portera un gant de cuir pour la réchauffer et à la mine on le surnommera bras de fer. Il reprend très vite le travail en mars. Il apprend qu'il est nommé chevalier de la Légion d'honneur et il est décoré le 15 juin. Sa mère et ses sœurs assisteront à la cérémonie. Et je vous laisse écouter cette lettre parce que c'est la 1000e lettre de notre correspondance de guerre. Ma chère maman, je recevais en même temps que votre lettre hier soir une lettre d'Auguste qui m'informait de sa promotion dans la Légion d'honneur. Je viens de lui adresser mes compliments et lui exprimer ma vive satisfaction de le savoir décoré. À vous aussi qui ne serez pas moins heureuse que lui de cette distinction tant méritée. Oui, c'est une digne et juste récompense de ses souffrances, de ses dangers durant 3 ans, de son attitude et de son courage. Et enfin de sa blessure, il n'y aurait personne qui ne saurait y applaudir du plus grand cœur.
Je vais bien quant à moi, mais ce soir je suis éreinté. Je roule en convoi depuis 5 heures du matin, et comme chaleur et poussière, c'était le summum. Je suis enfin brigadier, modeste grade qui n'est pas sans avantage. À vous tous, 1000 affectueux baisers. Édouard. Alors sur le diaporama, on voit Auguste qui tient son fils Loulou sur son genou. Et derrière l'arbre, c'est le fils de Madeleine, Jeannot, qui passe toujours ses vacances pendant la guerre à Joyeuse, avec sa sœur Vivette. Alors Auguste est très occupé par l'approvisionnement. Il écrit « La vie est tellement chère qu'il faut s'ingénier à vivre en achetant le moins possible », comme à Joyeuse. Il va aller à Joyeuse voir sa mère une semaine en septembre. En octobre, il s'inquiète pour sa femme qui attend un bébé pour le mois de décembre et aussi pour son fils. Il parle de la grippe espagnole, selon ses termes, en parlant du choléra qui se répand à Saint-Étienne. Aussi, son fils ne rentre-t-il pas tout de suite à l'école et c'est à la mine qu'il apprend l'armistice le 11 novembre. Il va être promu divisionnaire. Alors Maurice, toujours artilleur, va être envoyé près de Verdun. Il va quitter son cantonnement de Saint-Maur, le cantonnement de Saint-Maur. Il va partir, j'ai peut-être dit, dans la Somme, et ensuite il aura une courte campagne, il aura une campagne près de Verdun. Il se situe à côté de la côte 304 où Auguste a été blessé. Donc des conditions difficiles, des formidables canonnades. Il s'inquiète à Paris pour sa femme Blanche, car les raids aériens des Gotha allemands ont bombardé des immeubles en mars et en août, faisant de nombreuses victimes. Donc on voit qu'il est ensuite orienté entre Bar-le-Duc et Souilly. Il est avec les Américains. Et je ne sais pas si je l'ai dit, mais depuis janvier, il était nommé adjudant. Donc il attendait un poste de conducteur de camion. Et donc il va arrêter d'être artilleur et il va conduire des camions. Donc quand il arrive près de Bar-le-Duc, dans son groupe, l'épidémie de grippe espagnole sévit sérieusement. Et 2 de ses camarades, pourtant solides, sont emportés en 8 jours. Il voit défiler les prisonniers allemands et autrichiens et l'arrivée des renforts. Et dès octobre, chacune de ces lettres espère une paix prochaine. Donc je vous propose d'écouter la lettre du 12 novembre où Maurice relate l'armistice vécu sur le front. Ce grand jour est enfin arrivé et vous pouvez vous figurer notre joie à tous. Maintenant, le plus grand hommage qu'on puisse nous faire, c'est de nous renvoyer vivement chez nous. Et cela vaudra beaucoup mieux que toutes les louanges. J'espère que la démobilisation marchera rondement. Vous avez dû être tous bien contents de la grande nouvelle qui nous est arrivée ce matin de bonne heure. La canonnade n'a cessé cependant qu'à 11 heures précises. Et maintenant nous attendons. Que fera-t-on de nous ? Peut-être irons-nous faire de l'occupation en Alsace. Je préférerais de beaucoup qu'on nous laisse par ici, ou qu'on nous rapproche de Paris. Je vais me mettre dès maintenant à penser sérieusement à ma situation et compter me mettre au travail dès ma rentrée. Blanche me dit avoir reçu les marrons. Je n'ai rien de plus neuf à vous raconter. Ma permission sera peut-être un peu avancée. Je termine, ma chère maman, en vous embrassant bien affectueusement. Alors sans doute à Joyeuse, les cloches ont-elles sonné à toute volée pour annoncer l'armistice. Élodie vient juste de quitter Joyeuse et Madame Forestier, son amie, lui écrit le 28 novembre 1918. Bien chère madame, enfin cette terrible guerre est finie et on peut espérer des jours meilleurs. Mais combien je plains les familles si elle a fait des vides. Monsieur Suel a dû se trouver à Paris pour l'armistice et juger de l'enthousiasme de la capitale. Louise nous donnait beaucoup de détails. Ce jour-là, elle a eu la visite de la femme de Maurice. Madame Coste, Bérard le Palatrier,
Martel, le chef cantonnier et sa fille, la sœur de la femme Brun, Mathieu, sont morts de la grippe. Pendant quelques jours, nous ne faisions pas autre chose que de suivre les enterrements. Si vous étiez là, vous vous tourmenteriez, rien ne vient s'améliorer à Joyeuse. Madame Forestier. Alors Élodie est chez sa fille à Saint-Chamond, chez Madeleine, où tout le monde est malade. Les enfants ne sont pas bien, et Madeleine doit aussi surveiller son bébé Pierre, qui est né en 1918, qui fera partie de la classe 1938, qui n'a que quelques mois. Et Jeannot, que vous avez vu tout à l'heure sur la photo avec Auguste et Loulou, il a déjà eu une coqueluche à Joyeuse. Et il attrape encore à Saint-Chamond une pneumonie. Il ne survivra pas et il décédera brutalement le 20 décembre de la grippe espagnole. Vous le comprenez, c'est le grand drame familial. Les obsèques du petit Jean vont réunir Élodie, tous ses enfants, sauf Édouard, qui est son parrain et qui est resté isolé à Sedan. Édouard, très malheureux, recevra une longue lettre très émouvante de sa sœur Germaine, qui était au chevet de cet enfant. Voilà comment ça se termine bien tristement pour les Ruelles l'année 1918. Comment vont-ils terminer la guerre en 1919 ? Édouard est définitivement démobilisé le 1er mars. Il reprend son travail à la fin du mois. Auguste, vous l'avez vu, est occupé par son métier aux mines de la Loire. Sa démobilisation est officielle au 1er mars. En juin, les ouvriers de la mine sont en grève. À Saint-Étienne, on fête le retour de son régiment, le 38e, le 20 septembre. Il regarde le défilé avec émotion. Il revoit des anciens combattants et aussi son cheval Ali Pacha dans la parade. Alors Maurice, lui, va alterner son service aux armées à côté de Fontainebleau avec des permissions à Wissous. En mars, il attrape sans doute la grippe espagnole qui sévit toujours parmi les soldats car il est sérieusement malade et son état va inquiéter sa femme qui va aller le voir. Les soldats de Joyeuse sont sans doute revenus fin mars au pays, mais nombreux sont ceux qui sont tombés au champ d'honneur. On peut écouter le témoignage de Julie Trouillat. Que de tristesse nous réservait cette fin de guerre. Nous pensions bien que la joie de cette victoire ne pourrait pas être complète à cause de ceux qui ne reviendraient plus. Mais qui pouvait prévoir un pareil fléau capable de faire un aussi grand nombre de victimes ? Ici, cette affreuse épidémie a fait encore quelques nouveaux deuils. Julie. Donc Maurice n'est toujours pas démobilisé, mi-avril. Il espérait vraiment revenir à la vie civile. On va écouter cet extrait du 5 juin qui en dit long sur son état moral. Je suis bien écœuré de voir combien les combattants qui reviennent sont peu récompensés pour tous les sacrifices qu'ils ont consentis, toutes les pertes qu'ils ont subies, toutes les situations qu'ils ont perdues. Les 5 années que j'ai passées à la guerre sont bien 5 années perdues, puisque ma situation sera moindre que celle que j'avais à la mobilisation. Le courage ne me manque pas. Je saurai me contenter du peu que je gagnerai. Et je tâcherai néanmoins de m'élever par mes propres moyens de la situation de ronde cuir que je vais retrouver. La paix est signée donc le 28 juin 1919 et Maurice est rendu à la vie civile le 22 juillet 1919, un lundi, et il reprend aussitôt son travail à Paris. Comme avant la guerre, et il retrouve Pierre Forestier rentré d'Allemagne. Il écrit le 25 juillet. J'ai donc été libéré lundi matin, et avant-hier mercredi, je suis venu reprendre mon service chez Grivolas. Inutile de vous dire combien je suis heureux d'en avoir fini avec le métier militaire. Pierre se dispose à partir à Joyeuse vers le 13 août. Il vous donnera de mes bonnes nouvelles. Rien de bien neuf à vous raconter. Il ne me reste plus qu'à gagner de l'argent et d'en économiser le plus possible. Je vous embrasse, ma bien chère maman, bien affectueusement. Maurice. Voilà, les 3 fils Ruel sont rendus à la vie civile. Donc se termine ainsi leur histoire avec le mariage de leur sœur
Germaine, à Joyeuse. Germaine se marie avec Gaston, un ancien poilu, originaire de Paris, le 20 juillet 1920. Et ce mariage va réunir toute la famille Ruel. Alors en haut de la Calade, le monument aux morts de Joyeuse est érigé en mars 1925. Le statuaire Gaston d'Intra a réalisé cette sculpture que vous croisez quotidiennement, celle de ce père et de cette mère qui sont unis dans la douleur pour porter ce qui leur reste de leur fils, son casque. Et moi-même, lorsque je m'arrête devant les plaques de marbre, que je lis les noms des nombreux soldats morts pour la France, je reconnais certains d'entre eux évoqués dans les lettres, anciens camarades des Ruelles.